Je crois que nous avons aujourd'hui la possibilité assez unique dans l'histoire au fond de construire un monde qui soit un monde prospère, qui soit un monde plus libre et qui soit un monde où l'on sera plus heureux. Le seul problème, c'est que je ne suis pas sûr que vous le souhaitiez. Et c'est là, en réalité, où le bas blesse. C'est-à-dire que je vois bien que c'est tout à fait possible, mais je vois bien que ça ne se fait pas partout. Je vois bien en particulier que ça ne se fait pas en France. Et c'est pour ça que j'ai appelé en effet cet ouvrage le grand refoulement. Parce que si on demande aux gens, si on vous demande, est-ce que vous êtes contre le chômage? Ils répondent oui, bien évidemment, on est contre le chômage. Est-ce que vous êtes pour la prospérité? Oui, on est pour la prospérité. Est-ce que vous êtes pour la liberté, pour le bonheur? Oui. Enfin, la vérité, c'est que les politiques publiques, qui sont choisies de façon tout à fait démocratique dans nos pays, ne répondent pas tout à fait à ces objectifs. Et c'est donc qu'il existe sans doute un problème au niveau de la demande sociale. Pourquoi est-ce que je dis qu'aujourd'hui, justement, nous avons cette capacité économique et technologique? Tout simplement parce que nous sommes au démarrage de l'un des cycles économiques qui est les plus fantastiques de toute l'histoire de l'humanité, qui, à mon sens, n'a que deux précédents. Premier précédent, c'est ce que l'on appelait la première révolution industrielle, révolution de la machine à vapeur, la révolution des transports, la Belle Époque et les 30 Glorieuses n'étant pour moi que des avatars de la première révolution industrielle, donc à partir de la toute fin du XVIIIe siècle. Et le deuxième précédent, qui lui est antérieur, c'est bien évidemment la Renaissance. Et ces précédents impliquent des changements qui ont des conséquences qui ne sont pas seulement économiques, bien évidemment, mais qui sont aussi des conséquences dans l'ordre social et même dans les façons de penser. Stefan Zweig, dans sa merveilleuse biographie d'Erasme, explique bien que la Renaissance, elle a bouleversé jusqu'à l'âme des hommes. C'est son expression. Il est clair que quand vous découvrez le premier globe terrestre, c'est 1492, quand vous comprenez, ou quand on vous dit plutôt que la Terre est ronde, quand même un truc qui n'est pas évident, la Terre est ronde, moi je regarde devant moi, je vois que ça monte, et puis non, on vous dit à partir de 1492, vous allez tout droit et vous revenez par là. C'est quelque chose qui n'est pas intuitif, si vous voulez. Même chose au 19e siècle, quand Darwin vous dit, vous venez pas de Dieu, vous venez du singe. Quoi. Un truc, vous venez pas d'en haut, vous venez d'en bas. Et en plus, vous avez 97% de votre patrimoine génétique qui est le même que le singe. Pour sa cause, quand vous allez à Thoiry, vous voyez, il se passe un truc avec le singe. Non, mais c'est vrai, plus qu'avec la girafe. Vous voyez une girafe, vous voyez bien que c'est pas... Voilà, vous voyez un singe, il y a un truc dans les yeux, etc. C'est normal, parce que je vous confirme que vous êtes très très proche du singe. Bon, donc vous voyez, ce sont des moments qui ont des implications extrêmement fortes sur nous. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de nous arriver avec ce cycle qui démarre, qui est le cycle de ce que les anglo-saxons appellent les NBIC, les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, on fait de la médecine dans cette maison notamment. Moi je travaille beaucoup dans l'économie de la santé, c'est dans le domaine de la biologie que l'on fait le plus de progrès, que l'on a le plus d'innovation aujourd'hui. Le I pour tout ce qui est information, digitalisation, on devrait dire en réalité, et le C pour tout ce qui relève des sciences cognitives, de l'intelligence artificielle. 4 révolution industrielle, c'est unique dans l'histoire de l'humanité et je pourrais même ajouter des avatars comme la robotique, comme l'impression 3D. Et si cette période est unique dans l'histoire de l'humanité, c'est à 3 titres. C'est parce que vous avez en effet plusieurs révolutions industrielles à la fois, parce que vous les voyez apparaître sur une étendue géographique qui est incroyablement large. À la Renaissance ou au moment de la première révolution industrielle, il était plus simple de compter les pays dans lesquels vous aviez cette révolution industrielle. Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il est plus simple de compter les pays dans lesquels vous n'avez pas cette révolution industrielle. Donc c'est un fait tout à fait nouveau, l'étendue géographique, et puis bien évidemment la vitesse. Vous savez que lundi dernier, plus d'1 milliard de personnes dans une seule journée se sont connectées sur Facebook. On avait, en dehors de l'église, de toute façon, on n'avait jamais vu d'entreprise qui avait plus d'1 milliard de clients. C'est un fait tout à fait unique. Alors l'église a une durabilité qui est pour l'instant plus forte que Facebook, d'utilisateurs d'ailleurs, comme les Facebook, comme l'église, ce sont des utilisateurs et non pas des clients, c'est non monétisé, une relation non monétisée, pas totalement en tout cas, mais vous voyez qu'on est sur des vitesses de diffusion qui sont incroyablement rapides. Alors quand j'explique ça, on me dit tu as tort pour 4 raisons. 4 raisons sont fausses, je vous le dis tout de suite. Tu as tort pour 4 raisons. Première raison, c'est que les NBIC, on les voit dans ton imagination, ouais, on les voit un peu, on voit un peu des gadgets, mais en réalité, quand on regarde les chiffres macroéconomiques, les chiffres de la croissance, quand on regarde les chiffres de la productivité, eh bien ces innovations, on ne les voit pas. Désolé, si on les voit, si on ne les voit pas, et si les chiffres de la productivité restent bas, c'est pour la raison que tu as indiquée. C'est parce que tous ces phénomènes sont des phénomènes de destruction créatrice et que la destruction précède la création. Et je vais vous prendre un exemple extrêmement concret pour ne pas rester dans les concepts. Moi, je vous l'ai dit, je travaille dans l'économie de la santé. Vous prenez les robots chirurgicaux. Un robot chirurgical, donc c'est un truc qui vous opère, qui a une main qui tourne à 360 degrés, donc c'est bien, c'est mieux qu'un chirurgien. Alors c'est quand même
téléguidés par un chirurgien. Ça coûte cher, ça coûte à peu près 1 million d'euros. Et les directeurs d'hôpitaux qui en ont acheté disent mais c'est horrible parce qu'on nous a vendu un truc, une machine absolument géniale, grâce auquel vous éliminez toutes les maladies nosocomiales, les gens peuvent rentrer chez eux le soir, c'est ce qu'on appelle de la chirurgie non invasive, mais pourtant j'arrive pas à le rentabiliser. C'est très très cher et je ne vois pas de gain de productivité dans mon hôpital. Et oui, c'est toujours comme ça au début des révolutions industrielles. Vous avez toujours une chute de productivité. Pour la raison schumpeterienne que tu as évoquée tout à l'heure, à savoir que vous détruisez beaucoup de choses et vous détruisez surtout une organisation qui est existante. Alors je vous dis tout de suite, dans le domaine de l'hôpital, ce qu'on détruit, c'est les lits. Alors là, bah oui, si vous passez à de la chirurgie micro-invasive et que vous gardez les lits, à ça, en effet, vous allez avoir une baisse de productivité, vous payez 2 fois. Et vous gardez des gens pas malades. Bon. Donc, bien évidemment, alors qu'il faudrait les renvoyer chez eux. En plus, les complications, quand elles arrivent 3 ou 4 jours après, donc les gens ont les complications de toute façon chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont déjà été renvoyés à l'hôpital. Ils ont déjà été renvoyés à domicile. Donc, c'est le premier argument qui est faux. Deuxième argument, qui est à mon avis plus profond, consiste à mettre en avant la réalité écologique, les ressources finies. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors la COP21, moi je ne sais pas vous, j'en peux déjà plus, donc je vais essayer là encore d'être concret, ça n'a pas commencé, on a déjà tous marre. Bon. Mais la question du réchauffement climatique, elle est absolument clé, elle est extrêmement profonde, mais on mélange deux choses. On dit, il ne faut pas de croissance, il faut la décroissance pour éviter le réchauffement climatique. Ce qui n'a pas de sens. Je peux vous faire de la décroissance très polluante. Vous fermez une centrale nucléaire, vous ouvrez une centrale à charbon, c'est de la décroissance, je vous promets que ça pollue plus. A l'inverse, ici on fait de la croissance, enfin j'espère, je fais une sorte de production et vous consommez. Bon, on ne pollue pas énormément, enfin je veux dire, c'est pas dramatique comme niveau de pollution. Ce que je veux dire par là, c'est que la question du réchauffement climatique, c'est celle du contenu de la croissance et pas de la croissance en soi. Croissance, vous savez, c'est plein de choses. C'est fabriquer des armes, c'est faire des voitures polluantes ou des voitures non polluantes. La Tesla, elle pollue moins que la Ford T. Et je prends l'exemple de la Tesla parce que la courbe des ventes de la Tesla suit très exactement la courbe des ventes de la Ford T à partir de 1909. Le troisième argument que l'on peut m'opposer, c'est « mais c'est terrible parce que cette nouvelle croissance, elle ne fait que détruire des emplois. Elle ne fait que détruire des emplois. Et oui, parce que tout va être robotisé. Et puis, au moment de la singularité, dans 20 ou 30 ans, l'intelligence artificielle va remplacer l'intelligence humaine et donc il n'y aura plus de travail. Là encore, cette idée, moi, ça fait 10 000 ans. Enfin, déjà au moment du néolithique, on me l'a dit. Ensuite, on me l'a redit au moment de la Renaissance. Copieur en lueur en luminaire, qu'est-ce que tu fais? Avec l'imprimerie, c'est déjà les industriels allemands en plus. C'est Gutenberg et Fuchs. Bon, c'est horrible. Je vous ai raconté l'histoire des fabricants de chandelles, etc. Bon, d'accord. Donc, à chaque coup, on nous le fait. Donc, si vous voulez, vous avez 10 000 ans, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Cela dit, bien évidemment, vous avez énormément de jobs qui vont disparaître, mais le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est de laisser créer les jobs pour lesquels il y a des besoins. Et puis-je rappeler que si vous avez du chômage en France, c'est en raison de l'ineptie de nos politiques publiques et pas en raison du progrès technique. Moi, j'y peux rien si on fait des contrats aidés alors que ça ne marche pas. J'y peux rien si on a le droit du travail le plus complexe du monde alors que toutes les études ont montré que le droit du travail crée un chômage structurel. J'y peux rien si on a encore des charges élevées sur les bas salaires. J'y peux rien si la formation continue n'est pas dirigée vers ceux qui en ont besoin. J'y peux rien si les allocations chômage ne sont pas dégressives, si vous voulez. Voilà, c'est ça qui crée le taux de chômage en France. C'est l'ineptie des politiques publiques, mais c'est toujours facile de critiquer les hommes politiques. On me dit toujours les hommes politiques sont nuls. Les hommes politiques ne sont pas nuls. Les hommes politiques font ce que vous leur demandez. Et je défends toujours François Hollande. François Hollande est quelqu'un de formidable. Il a tenu tous ses engagements. Il avait dit je ferai le mariage pour tous, la réforme territoriale, la fin du cumul des mandats, j'augmenterai les impôts et je ne ferai pas de réforme. Non, mais je ne vois pas le problème. Je ne vois pas pourquoi les gens ne sont pas contents. Ils devraient être contents. Et en plus, il a même fait le pacte de responsabilité, le CICE. Donc il est dans la générosité la plus totale. Je trouve que c'est quelqu'un d'absolument formidable. Et si les Français ne sont pas contents, eh bien, il faut qu'ils s'en prennent à eux-mêmes et pas à lui. Et le dernier argument, et je terminerai par là, parce que j'ai parlé 9 minutes. Et donc, il me reste 1 minute. Le dernier argument qui est bon, c'est le meilleur en fait, c'est de me dire, mais tout ça, moi, j'en veux pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que, par exemple, ça ne m'intéresse pas de vivre plus longtemps. Ça ne m'intéresse pas de vivre jusqu'à 150 ans. Moi, j'aurai 150 ans. Moi, ce que j'aime, c'est les jolies jeunes filles dans la vie. Je ne pourrais pas retrouver une jolie jeune fille parce que le stock de filles de 30 ans, lui, il va être stable. Moi, c'est ce qui, moi, m'intéresse, en tout cas. Et donc, je n'ai pas envie d'aller jusqu'à 150 ans. D'accord? C'est qu'en moyenne, vous divorcez tous les 7 ans. Quand le physique de votre conjoint change, ce qui me semble absolument la rationalité la plus basique.
Et donc, je n'ai pas envie d'entrer dans ce monde-là. Ça, c'est un vrai bon sujet. C'est un sujet philosophique. Mais on ne fera pas l'économie de la philosophie dans cette période de mutation extrêmement forte. Mais on peut entrer dans cette modernité. Et c'est là tout le paradoxe de cette période. Si on veut entrer dans cette modernité, il faut accepter un changement colossal dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'État-providence, dans le domaine des règles sociales. Et en même temps, il faut accepter d'être conservateur sur les valeurs. Il faut redevenir conservateur, il faut être accroché à des valeurs. Au passage, j'ai eu honte du comportement de la France ces 2 derniers jours, bien évidemment, puisque les valeurs les plus élémentaires, comme celle de la solidarité, nous sommes incapables de les respecter. On ne réforme pas le droit du travail, mais on ne s'occupe pas des réfugiés syriens. Donc nous avons un léger problème de valeur qu'il faudra régler si on veut entrer dans la modernité, parce que entrer dans la modernité économique, ça se fait en respectant un certain nombre de valeurs. Et je terminerai vraiment par là, j'ai quand même confiance quand je regarde l'évolution de l'art. L'évolution de l'art, parce que vous savez que l'art précède toujours les évolutions économiques. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans l'art? On voit un retour de l'esthétique. On voit un retour de la beauté. Vous le voyez très clairement dans la musique, où on nous a emmerdés tout au long du XXe siècle avec la musique sérielle, la musique de décaphonique. Même chez lui, je suis allé faire une conférence. C'est à Boulez qui nous dit si Schubert est un musicien, j'en suis pas un. Moi, je propose qu'on le prenne au mot d'ailleurs. Mais bon, tout ça, quand même, tout ça est terminé et on voit un grand retour de l'esthétique. On voit un grand retour de la beauté. Et ça veut dire que l'harmonie, cette demande d'harmonie, elle est en train de rentrer dans nos vies de nouveau. Et je pense que c'est ça ce qui va nous permettre de rentrer dans toutes ces révolutions industrielles. Révolution industrielle, renaissance, vous avez l'heureux. Hein. D'accord ? Vous revenez, vous allez vers quelque part, mais vous revenez aussi quelque part. D'ailleurs, révolution au sens propre, c'est faire un tour entier, c'est regarder le passé et se remettre devant pour regarder vers l'avenir. Terminé.